Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme l'a dit Romain, c'est la dernière session de la journée, donc on va essayer de garder un peu d'énergie pour aller vers la clôture. Donc moi, effectivement, aujourd'hui, je suis chez ADO Marketplace Services, qui est une entité du groupe ADO qui fonctionne à destination de nos business units pour créer les solutions technologiques pour mettre en place des marketplaces au sein des entreprises du groupe. Vous connaissez peut-être plutôt Leroy Merlin, Bricoman ou Eldom que le groupe ADO. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment des retours d'expérience qu'on a pu avoir quand on a lancé la marketplace. Donc pour vous refaire un peu d'histoire, c'était il y a 4 ans, en plein milieu du Covid. On voulait réinventer un peu le modèle opérationnel qu'on avait. Et donc la marketplace a été lancée, et depuis, elle est lancée dans 5 business units du groupe. Et donc, on a dû concilier tout ça avec la mission d'ADO, qui est une mission très forte et vraiment incarnée par l'ensemble des collaborateurs, qui est « We make home a positive place to live ». Et c'est important d'avoir ça en tête, puisqu'il y a plusieurs éléments au sein de cette mission que vous allez retrouver tout au long de la présentation. Donc le premier, le « we », ça ne concerne pas uniquement les collaborateurs d'ADO, mais aussi l'écosystème et les partenaires qu'on a en tant qu'acteurs de l'amélioration de la maison. Notre métier, il est vraiment centré sur le « make », c'est-à-dire sur le faire. Et ça se ressent à tous les échelons quand on regarde l'activité de la société. Et on a un impact sur différents éléments. On va traiter de différents types d'utilisateurs et de clients, puisque on peut traiter des maisons, des appartements, des quartiers, différents types de clients aussi, des fournisseurs, des partenaires, des marchands, des artisans, des individus comme vous et moi. Et notre objectif, c'est vraiment de travailler sur cette capacité à avoir un impact positif, notamment sur la maison, et donc en favorisant un endroit sain, sécurisé, responsable, durable, économe et confortable. Et ça, c'est vraiment incarné très profondément au sein de la société, puisque notre objectif, notre mission, c'est vraiment d'avoir un impact positif humain, économique et environnemental. Et donc, en tant qu'acteur du produit, c'est de l'incarner dans les produits qu'on met à disposition de nos clients. Et les produits qu'on met à disposition de nos clients, chez ADO, depuis 100 ans, c'est d'abord des produits physiques. Donc, c'est des produits qu'on fabrique nous-mêmes, qu'on achète à des fournisseurs, qu'on construit avec certains partenaires. Et donc, on a vraiment une responsabilité, pas uniquement réglementaire, mais qui va beaucoup plus loin dès la conception du produit, pour réfléchir à son cycle de vie, à la manière dont il va être utilisé chez vous, mais également à sa seconde vie ou son impact environnemental et carbone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on prend une société comme ADO, 70% de l'impact carbone, c'est la production des produits qu'on vend. Et donc c'est capital pour nous, notamment dans les critères de responsabilité environnementale, de réfléchir à ça dès le début. Et donc nos équipes produits, qui travaillent sur les produits des gammes que vous pouvez connaître et que vous avez peut-être chez vous, travaillent sur ces sujets. Donc ici, je vous ai mis 2 exemples de produits qui ont été conçus dès le départ pour être en lien avec notre mission. Donc sur la gauche, par exemple, vous avez une ampoule qui est 100% réparable et qui est garantie pour fonctionner pendant 3 ans, de manière continue. De la même manière, le thermostat que vous avez ici, juste à droite, vous permet de faire jusqu'à 15% d'économie d'énergie et est garanti pendant 5 ans. Là où, en moyenne, sur le marché, c'est plutôt du 2 à 3 ans. Donc ça, c'est un exemple de conception de produits qui ont pour vocation de nous aider à atteindre, à respecter notre mission. Et ça, on le fait pas tout seul. On intègre vraiment notre écosystème dans cette démarche-là. Parce que, comme je vous l'ai dit, on travaille avec des fournisseurs, on travaille avec des partenaires. Et donc, notre objectif, c'est de partager cette ambition avec l'ensemble des membres de l'écosystème et des acteurs de la chaîne. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place notamment le Home Index, qui est l'équivalent du Nutri-Score, mais pour tous les produits que vous pouvez avoir chez vous. Donc qui va permettre d'évaluer l'impact environnemental, l'impact sociétal, la consommation d'énergie de l'ensemble des produits que vous allez retrouver chez nous. Donc la démarche qu'on a mise en place pour le Home Index, on l'a d'abord faite sur les produits qu'on crée chez nous, et on la partage avec nos fournisseurs pour qu'il y ait ce cercle vertueux d'amélioration de l'habitat pour le bénéfice de l'ensemble de nos clients. Donc ça, c'est un exemple de démarche en termes de produits, d'incarnation de la mission aussi. Et sur certains aspects, on va même encore plus loin que ça, parce qu'ici, on est dans de l'informatif,
C'est-à-dire qu'on va vous indiquer qu'un produit est classé A ou B ou C en fonction de la qualité des composants. On va encore plus loin que ça en prenant des décisions de retrait de produits qui ne sont pas en lien avec notre mission. C'est-à-dire que récemment, par exemple, on a décidé d'arrêter de vendre les climatisations mobiles qui ne sont pas réversibles, parce que le produit n'était pas suffisamment utile. C'est-à-dire avoir une clim chez vous, ça peut s'entendre, mais il vaut mieux avoir une clim réversible qu'une clim qui ne fait que du froid. De la même manière, on a décidé d'arrêter de commercialiser les parasols chauffants, parce que ce n'est pas en lien avec notre mission. Et donc vous allez me dire, ok, c'est cool, mais moi je suis un PM, je travaille avec des équipes digitales et je ne me retrouve pas trop dans tout ça. Il faut savoir que c'est un peu ce pourquoi j'ai accepté de faire ce talk, parce que l'objectif pour nous, c'est justement quand on a commencé à réfléchir au lancement de la marketplace et quand on a commencé à mettre en place la plateforme, les solutions qu'on souhaitait mettre en place, on s'est retrouvé un peu dans le même cas de figure. C'est-à-dire qu'on changeait complètement le modèle et le paradigme qu'on avait jusqu'à présent par rapport à ce qu'il y avait par exemple chez Laura Merlin. Quand on arrivait avec la marketplace, on est passé d'un modèle où jusqu'à présent on avait à peu près 100 000 références sur le site web, et là on arrivait avec une solution qui potentiellement allait permettre de mettre en ligne des millions de références. Aujourd'hui, pour information, on est à 4 millions de références sur le site Laura Merlin France. Et donc l'idée, c'était de se dire comment on peut vraiment rester aligné avec notre mission et pas aller chercher ce que font certains de nos concurrents, c'est-à-dire ouvrir à tout vent au travers de la marketplace et ne plus être en mesure d'incarner ce qu'on fait. Et donc toute l'approche technologique qu'il y a chez ADO est centrée autour de ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait des produits physiques et que c'est ce qu'on fait depuis 100 ans qu'on ne peut pas avoir la même démarche d'un point de vue technologique. Et donc un des outils qu'on utilise au sein de mes équipes pour réfléchir à ce sujet-là, c'est les archétypes de Cobium. Cobium, qui est une société allemande, vous pouvez aller voir sur leur site, qui travaille sur 3 critères principaux, c'est la relation au changement, la relation à l'impact et la relation au bénéfice. Et donc ça, c'est un exercice que je vous invite à faire avec vos équipes, sur vos produits. Vous pouvez le faire aussi au niveau de la société, mais déjà, vous pouvez le commencer sur chacun de vos produits et vous dire où est-ce que je place le curseur sur les produits que je gère. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la maturité que j'ai sur mon marché, par rapport à la maturité du produit, j'ai aucun problème avec le changement et je suis même un acteur du changement? Ou est-ce que je suis plutôt réfractaire au changement? Et c'est la même chose en termes d'impact et en termes de bénéfices. Est-ce qu'aujourd'hui, votre produit vise à générer des bénéfices et c'est le seul objectif? Ou est-ce que ces bénéfices doivent servir à une mission plus large? Ça, c'est le premier exemple d'outil qu'on utilise et qui permet de se positionner. Le deuxième, c'est une sorte d'arbre de décision qu'on va utiliser à chaque fois qu'on va essayer de répondre à une problématique. Vous savez, l'objectif quand on crée un produit, c'est de trouver une solution à un problème. Parfois, c'est de créer des nouveaux problèmes, mais ça, c'est autre chose. Et donc, à chaque fois qu'on réfléchit, est-ce qu'on doit créer une initiative, une épique, peu importe le modèle, on essaye de se poser ces questions-là. Le premier, ça peut paraître évident, mais vous seriez étonné du nombre de fois où on se rend compte qu'on crée des produits qui ne sont pas en lien avec la stratégie de la boîte, c'est déjà de relire la stratégie de la boîte et d'avoir bien en tête la mission et ce qu'on veut faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'historique. Se poser la question, est-ce qu'il y a un contexte historique? Est-ce qu'on peut challenger cette partie-là? Je vous donne un exemple. Nous, quand on est arrivé avec le modèle marketplace qui est complètement différent du modèle traditionnel du retail qui était présent chez ADO, on a dû se poser ces questions-là. Comment est-ce qu'on référence un produit? Est-ce qu'il faut autoriser les vendeurs à modifier des fiches produits comme ils le souhaitent, par exemple? Et donc ça va influencer la manière dont le produit va être créé. Le troisième aspect, c'est la réutilisation. Vous savez, dans l'économie des ressources, le fait de réutiliser les choses, c'est important. On peut faire exactement la même chose en termes de produits. Anne-Claire en parlait plutôt sur la partie IA. C'est pas parce que vous êtes dans un contexte légèrement différent qu'il n'y a pas certaines briques technologiques ou certains produits que vous ne pouvez pas réutiliser à d'autres effets. Je peux vous donner un exemple. On a eu une demande de notre service juridique de gérer les plaintes
faites vis-à-vis des produits qui étaient publiés en ligne. Plutôt que de se lancer directement dans la création d'un outil pour gérer ça, on a réutilisé notre outil de ticketing support pour mettre en place un formulaire qui permet en plus d'avoir une traçabilité de l'ensemble des demandes. Ce qui m'amène au point numéro 4. Le produit ou le process. Souvent, la tendance naturelle, c'est de se dire, je suis product manager, donc je dois créer des produits. Sinon, je n'ai pas de job, ou alors on va me demander ce que je fais, etc. Ce n'est pas forcément le cas. Quand vous réfléchissez en termes de produits, c'est aussi important, voire parfois plus, de réfléchir à ce qui gravite autour de votre produit que d'essayer de créer à tout va ou de manière obligatoire des fonctionnalités au sein du produit. On a souvent tendance à se dire tiens, il y a des tâches répétitives, on va les automatiser. On va faire un dev pour automatiser ces tâches-là. Ça peut parfois être contre-productif. Et donc parfois, c'est plus intéressant de revoir le process qui est à l'origine de la demande d'évolution ou de feature, ou peu importe la manière dont vous l'appelez, pour identifier si ce n'est pas le process qui doit être modifié. Parce que ça va vous prendre parfois beaucoup plus de temps, d'énergie et de ressources d'essayer d'intégrer ça dans un produit, surtout quand vous êtes dans un contexte international, multi-BU, où les process ne sont pas forcément toujours tous alignés. Et donc si vous essayez de modifier le produit, vous allez souvent avoir tendance à créer une usine à gaz, là où une optimisation du process en local serait plus bénéfique. Le 5e point, c'est de se poser la question, et ça nous arrive régulièrement au sein des équipes, il y a parfois au sein des entreprises une tendance naturelle à vouloir tout faire en interne. C'est le cas par exemple, nous, chez ADO, on aime bien développer des choses en interne. C'est très important à votre niveau en tant que product manager d'avoir cette réflexion-là aussi. De se dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je dois créer chez moi? Est-ce que c'est une fonctionnalité que je dois développer? Ou est-ce qu'il n'y a pas déjà aussi, et on en revient au point numéro 3, un autre produit au sein de ma société qui fait la même chose, avec lequel je pourrais m'interfacer, ou un produit du marché qui pourrait répondre à cette problématique-là. Le dernier point, c'est l'impact. Et là, c'est l'impact au sens large. Impact positif ou négatif, impact financier. Je vais vous donner des exemples après. Souvent, c'est la partie qui est sous-estimée quand on va se poser ces questions-là. Parce qu'on peut parfois manquer de données pour savoir quel va être l'impact de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Et ce dernier point est aussi important, et c'est comme ça qu'on le matérialise, nous. Donc une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, là je vous donne un exemple d'un produit qui est géré au sein de mon équipe, qui gère toute la partie offre et catalogue de produits. Et donc on formalise au sein de chaque produit un mission statement qui regroupe ce qu'on veut faire avec le produit, mais aussi et surtout ce qu'on ne veut pas faire. Et donc là vous avez des exemples très précis de ce vers quoi on veut aller, pour s'assurer que le produit va répondre à la fois aux objectifs qui ont été déterminés quand on a créé le produit, mais aussi c'est un sanity check qui nous permet de vérifier après qu'on est bien en phase aussi avec la mission de la société. Et sur cette base-là, ça permet de partager à l'ensemble des stakeholders et des intervenants qu'on peut avoir autour du produit pour s'assurer qu'on est tous alignés. Et donc je vais vous partager quelques exemples d'arbitrage qu'on fait avec les outils que je viens de vous présenter. Le premier, c'est le choix entre la vitesse et l'utilité. Et vous verrez dans les différents exemples, ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. C'est très important à garder en tête. Dans le contexte de la marketplace, on est passé d'un modèle où jusqu'à présent, on référençait des produits grosso modo une fois par an, on les intégrait, ils étaient référencés sur le site web et après on avait juste à gérer les stocks. La marketplace, là, on a aujourd'hui par exemple 3500 vendeurs qui nous poussent 8 millions de références et certains d'entre eux souhaitent mettre à jour les prix ou les informations produits jusqu'à 3000 fois par minute. Quel est l'intérêt? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec ces vendeurs-là. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de faire autant de mises à jour? On est capable de le faire. On travaille avec des solutions qui sont capables de gérer cette volumétrie-là. Mais quel est l'intérêt derrière pour nous, pour le client? Parce que ça, on peut avoir parfois jusqu'à 5 millions de mises à jour par jour. Et le parallèle qu'on fait pour répondre à ce débat-là, c'est pas de se dire
comment est-ce qu'on va gérer cette volumétrie et le multiplier par 8 millions de références? C'est plutôt de se dire, si demain on devait le faire en magasin, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire de la mise à jour de prix en temps réel? Aujourd'hui, on n'a pas fait ce choix-là. L'autre exemple, et là ça répond à notre objectif d'économie circulaire, on avait une problématique qui est que certains clients aujourd'hui souhaitaient pouvoir revendre leurs produits. Ou même nous en magasin, on peut avoir parfois des produits qui sont légèrement abîmés. L'emballage est abîmé ou le produit a été ouvert, etc. Et donc on s'est dit, aujourd'hui ça on le fait déjà magasin par magasin. Comment on passe ça à l'échelle? Parce que ça nous permettra d'avoir un impact beaucoup plus large que les personnes qui viennent uniquement en magasin. Et donc c'est là où on s'est dit, utilisons ce qu'on a aujourd'hui comme produit, qui nous permettent de publier des produits avec différents niveaux d'offres. Et donc ce qu'on a souhaité mettre en place, c'est permettre, au travers de la marketplace d'Adeo, de permettre à des partenaires de récupérer des produits, de les reconditionner et de les remettre en vente. Et donc de donner une seconde vie à l'ensemble de ces produits-là. Donc ça, c'est un exemple d'un produit qui existait déjà, qu'on utilisait pour le neuf, qu'on a légèrement modifié et qui nous permet de répondre encore plus à la mission de la société. Troisième exemple, où là je vais illustrer la partie impact dont je vous ai parlé. On a mis en place une fonctionnalité au sein d'un portail qu'on a créé pour nos collaborateurs, pour leur permettre d'avoir une vue beaucoup plus précise de la performance de leurs vendeurs sur la marketplace. Donc là, l'utilité était assez évidente, hein, ça permet à nos collaborateurs d'être plus précis dans l'accompagnement qu'ils peuvent faire avec les vendeurs. Et ça marchait tellement bien qu'on s'est rendu compte que en fait, ça consommait énormément. Et donc là, on s'est remis au travail, on est repassé par notre méthodo et notre arbre de décision, et on s'est dit, mais au final, qu'est-ce qui est vraiment utile dans ces dashboards en fait? Et donc on a retravaillé ça, y compris avec les utilisateurs, et on a appliqué aussi une démarche FinOps pour identifier quel était le coût d'avoir mis en place ce produit. Et donc calculer la consommation qu'on avait, donc on utilise Google Cloud, on a regardé ce que ça consommait à chaque fois qu'on utilisait ce type de report. Et donc en travaillant vraiment et en se reconcentrant, on a diminué de 60% la consommation sans changer un iota de l'utilité et de la praticité de l'outil. Donc vous voyez qu'en suivant le cheminement que je vous avais montré, on peut très bien avoir un produit qui est super utile, mais qui derrière, en termes d'impact, va consommer énormément de ressources. Donc ça, c'est un bon exemple. Il fallait que je parle de l'intelligence artificielle, hein, sinon vous serez repartis déçus. Je vous laisse deviner quel est le prompt qui a été utilisé pour ces deux images. C'est un sujet qui est cœur chez nous, quand on parle de l'intelligence artificielle pour la marketplace, parce que vous imaginez bien qu'on ne gère pas 8 millions de références comme on gérait 100 000 références. Aujourd'hui, on doit de facto réfléchir systématiquement à l'automatisation et à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer nos fiches produits, pour améliorer la manière dont tout ça est intégré dans nos systèmes. Et on le fait. Par contre, on a fait le choix, là aussi, d'avoir une approche raisonnée, parce que ce n'est pas forcément utile d'utiliser de l'intelligence artificielle pour l'ensemble des produits qu'on a chez Leroy Merlin, par exemple. À gauche, là, sur votre gauche, ça c'est une intelligence artificielle qui a généré une image de clou. Ça ne nous sert à rien, ça consomme énormément d'énergie et ça ne sert à rien. À droite, c'est un peu mieux, c'est une vis de terrasse. Et donc aujourd'hui, nous, on est vraiment dans cette réflexion de se dire, d'une part, où on utilise l'intelligence artificielle. Et donc là, on va plutôt travailler sur des sujets de recatégorisation, par exemple. On va plutôt travailler sur des sujets d'enrichissement, mais très ciblés. Parce qu'aujourd'hui, on le voit sur notre secteur d'activité et sur les données qu'on a aujourd'hui. Au mieux, c'est pas terrible. Au pire, il y a beaucoup d'hallucinations, ce qui, dans notre secteur, si on montre ça à des artisans, on perd toute crédibilité. Et donc là, on détruit de la valeur.
Et l'autre point aussi qu'on a en termes de réflexion sur l'intelligence artificielle, par rapport à l'impact dont je vous parlais, c'est le coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel va être le coût pour nous d'utiliser de l'intelligence artificielle pour des produits qui coûtent 20 centimes, 30 centimes, 5 euros. Et donc là, on est plutôt dans la démarche de se dire on va travailler sur des modèles plus légers et essayer de travailler sur nos propres modèles qui vont vraiment être adaptés à notre cas de figure. Et le dernier point de réflexion qu'on a aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais récemment, il y a eu aussi quelque chose sur le copyright. Aux États-Unis, il y a une cour qui a déterminé que toutes les images générées par l'intelligence artificielle ne tombaient pas sous la loi du copyright, ce qui nous pose énormément de problèmes aussi. Et donc tout ça, si on fait le parallèle avec ce que je vous ai présenté au départ, donc ce que font nos collègues des produits physiques, où la barre est assez haute en termes de respect de la mission et où on implique beaucoup notre écosystème de partenaires, on essaye d'avoir la même logique sur les produits digitaux. Parce qu'on n'évolue pas tout seul. Et donc on a appliqué le même principe, je vous parlais du Home Index, on l'applique aujourd'hui dans nos produits digitaux. Donc si vous allez sur les sites web, vous allez pouvoir consulter sur certains produits. Ce qui nous a amené à avoir une réflexion là aussi sur la manière dont on le fait avec nos partenaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur imposer, on n'a pas forcément le bon référentiel de données, et donc comment on crée quelque chose qui est utile pour les clients et qui est utile aussi pour nos partenaires les plus vertueux pour mettre en avant leurs produits. On a dû réfléchir la manière dont on intégrait tout ça. Et donc notamment en travaillant sur des produits qui permettent, dans certains cas de figure, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la REP, mais on a eu cette réflexion aussi sur un produit en se disant comment on facilite la vie de nos partenaires pour avoir une information la plus fiable possible, de manière à l'afficher à nos clients. Et à un moment dans la conversation est arrivé le fait qu'aujourd'hui, on est capable de mettre en œuvre des systèmes qui se connectent aux systèmes gouvernementaux, qui récupèrent de la donnée, et on a eu une objection disant « mais si vous faites ça, en fait, ils vont pouvoir l'utiliser chez nos concurrents aussi ». C'est un risque qu'on est prêt à prendre, parce qu'on considère que ça va augmenter le niveau global de ce qu'on propose pour l'ensemble de nos clients. Et donc l'autre exemple qui est sur la droite, pour arriver à cet objectif-là, et pour faire en sorte que ce soit utile et facile pour nos partenaires, on a mis en œuvre une solution qui permet de résoudre un des problèmes principaux pour eux, qui est que la plupart du temps, c'est pénible de remplir ces informations-là. Donc on a mis en place un système qui réduit le nombre d'informations qui sont demandées en entrée, on automatise ça, on leur donne l'information pour répondre à des obligations légales, et derrière, si ça permet une amélioration globale de l'ensemble de l'écosystème, on est prêt à prendre ce rôle-là. En conclusion, 3 aspects. Pour arriver vraiment à incarner cette mission au sein du produit. Et ça, c'est un retour d'expérience que je vous fais, parce que c'est pas toujours très très simple quand on est tiraillé justement entre des opportunités business qui semblent infinies parce qu'on lance une marketplace et donc potentiellement on peut avoir un effet long train qui est énorme, un nouveau modèle opérationnel qui change pas mal la donne par rapport à ce qu'on fait depuis des dizaines d'années. Et donc mon retour par rapport à ça, c'est que le premier point, en tant que product manager, mon premier conseil, c'est tout commence par vous et c'est à vous de porter cette conviction-là. Pour ceux qui ont assisté au talk d'Anso plus tôt ce matin, même si vous n'êtes pas le CEO du produit, c'est de votre responsabilité de porter vraiment cette conviction et de faire cet alignement avec la mission. Parce que si ce n'est pas vous, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Donc c'est important que ce soit porté vraiment par le product manager. Le deuxième point, ce que je vous ai montré, c'est d'avoir des règles qui sont écrites, qui sont partagées, notamment avec les interlocuteurs avec lesquels vous allez échanger. Ça, c'est quelque chose, si vous pouvez le faire le plus tôt possible, ça permet d'éviter les débats infinis entre les arbitrages business qu'il faut faire versus ce qui est écrit dans la mission. Parce que je vous le disais, on a tendance à vraiment perdre de vue assez vite
ce qui est écrit dans la mission de l'entreprise quand on a des impératifs business et des deadlines à respecter quand on crée le produit. Le fait d'écrire ces règles-là et de les partager, ça permet d'éviter ce type de débat-là aussi. Et le troisième aspect, j'ai mis la partie smart, même si je trouve que le terme est souvent un peu galvaudé, mais c'est très important d'être sur un terrain qui est très factuel et qui est orienté sur de la donnée. Parce que souvent, on peut avoir des arguments un peu marketing, comme le disait Romain en introduction, où la mission, c'est quelque chose qui est écrit sur le mur, mais qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est important là aussi de l'inscrire dans les objectifs et dans les métriques que vous suivez dans votre produit. Comme je vous le disais dans le mission statement juste avant, ça permettra aussi de voir le suivi que vous avez et de voir si ça ne dévie pas trop de la ligne directrice que vous avez mise en œuvre. Voilà pour les exemples que je voulais vous partager. Merci et on est à temps pour les questions.